Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans l'épisode 93 d'Ose écrire et aujourd'hui j'accueille Coralie, aussi connue sous le nom de Bouquin et Biquette sur Instagram, j'adore ce nom. Bref, on parle de son parcours d'écrivaine, de ses inspirations animales, de la construction de ses romans, mais aussi de son processus créatif, de ses défis, de l'importance du lâcher-prise, bref, tout plein de sujets passionnants. Je vous laisse avec notre échange, à très vite. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Écoute, j'ai envie de commencer par une question parce que ça m'a titillé quand Françoise m'a parlé de toi. C'est le nom, ton nom Instagram, Bouquin et Biquette. Qui m'a fait vachement rigoler, je le trouve super. Et je voulais savoir pourquoi, enfin, pour quelle raison ce nom et qu'est-ce qu'il y avait derrière. À l'origine, quand j'ai ouvert, mon compte Instagram, je pense que c'était en 2018, le but c'était de partager, les photos que je faisais de mes animaux comme, voilà, avec ma famille, on a une résidence en Ariège et où on a pas mal d'animaux, dont des biquettes. Et en même temps, voilà, de partager mes lectures. Donc, Bouquins et Biquettes était venu, spontanément. Donc, je postais pas mal de photos d'animaux et de petits, récits, alors bien sûr teintés, d'anthropomorphisme sur la vie de mes animaux et de mes chèvres plus particulièrement. À l'époque, j'avais une chèvre qui s'appelait Neige et qui était absolument formidable, qui n'avait pas conscience d'être une chèvre, qui pensait être, un humain et dont le but ultime était de passer le portail et de vivre sur la terrasse, de rentrer dans la maison. Et donc voilà, je racontais toutes ces petites histoires, les poules, plein d'autres animaux farfelus. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai été publiée chez Erol, j'ai gardé ce compte parce que j'avais déjà un petit vivier de lecteurs fidèles qui suivaient toutes les aventures des animaux et qui ont été mon premier soutien quand j'ai publié mon premier roman, Monsieur Edgar et les Impatients. Et c'est vrai qu'en cours de route, même chez Erol, on m'a suggéré, tu es sûr, tu veux pas changer ton compte, prendre ton nom et non, en fait, voilà, parce que les gens étaient habitués à ça. Et même si maintenant, je prends moins le temps de partager cet aspect-là de ma vie, parce que je suis un petit peu moins en Ariège aussi, Hmm. et que la chèvre n'est plus là, donc ça, on a quand même perdu un gros potentiel. Mais voilà, par fidélité pour mes premiers lecteurs qui même eux sont attachés à ce nom de compte. Et quand ils me taguent, ils ont l'habitude de commencer à taper Bouquins et Biquettes, donc je me suis dit ça va les embêter plus qu'autre chose, donc c'est resté. Bah moi je trouve ça génial. Je trouve que ça apporte, tu sais, une petite touche d'authenticité et de particularité et je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a vraiment marqué ce nom-là, tu vois? C'est j'ai pré c'est vraiment je trouve que ça marque et c'est super cool. Tu amené, un sujet là juste au début de l'inspiration qu'étaient les animaux, pour l'écriture. C'est quelque chose moi qui me parle beaucoup aussi. À quel point ils t'ont poussé dans ce processus quelque part? À quel point ils t'inspirent peut-être encore aujourd'hui? Parce qu'il y a d'ailleurs, il y a le loup dans le titre, de ton Oui, dernier livre en c'est plus. vrai. C'est vrai. Et en fait, alors j'ai glissé, un petit clin d'œil dans Le loup qui te mangera, mais ça s'y prêtait moins que dans mes précédents romans. Mais Mmh. dans les 3 précédents romans, j'ai mis un volatile diabolique, en hommage, justement à cette partie de ma vie et à ces premiers lecteurs, voilà, pour qu'ils puissent retrouver un petit quelque chose, des origines, de ce qui avait pu, leur plaire dans ma plume, dans mon ton. Donc voilà, on a un canari poule dans Monsieur Edgar et les Impatients, on a un jar diabolique qui est la réincarnation de Demis Roussos dans Bienvenue aux Bergeronnettes, et un coq, qui s'appelle Lucifer dans, C'est la mort à la plage. Putain, c'est génial. Je trouve ça c'est trop c'est une bonne, petite patte et ça doit effectivement beaucoup plaire,
à tes lecteurs de la Oui, première ouais, heure ouais, qui y voient, ce petit easter egg, ouais. Ouais. Putain, trop et c'est vrai cool. que voilà, le loup qui se mangera par rapport à ces thématiques, ça se prêtait moins à ce côté un peu Mmh. loufoque, mais j'ai appelé la ville Valcorneille pour qu'on ait quand même un oiseau et puis voilà, parce que la corneille, on dit qu'elle voit le passé, le présent et le futur et ça Mmh. correspondait bien au roman et voilà, ça fait quand même ce petit clin d'œil Putain, à c'est toutes, ces aventures. j'adore ces petites, particularités, que tu retrouves, au fil comme ça des romans et qui, à mon sens, au-delà, tu vois, du style et de la manière qu'a d'écrire un auteur, font aussi son authenticité, tu vois? Je parle beaucoup de cette authenticité parce que je trouve que c'est moi, en tout cas, en écriture, c'est ce qui me touche le plus, dans ce que je peux lire. Bah, du coup, tu faisais, tu as commencé à faire le lien avec, le loup qui te mangera. Hem, q moi, la première question qui me vient, c'est, pourquoi ce titre? C'était pas le titre de travail, Mmh. j'avais un titre de travail qui était pas très funky, mais petit à petit, il y avait quand même ce rapport au conte, à l'enfance, à toutes les choses dont on nous dit de nous méfier quand on est petit et donc je trouvais que le lien y était donc je tournais autour de ça. «Loup y es-tu?» «Le loup qui te mangera». Je J'ai proposé ça à mon éditrice et elle me dit: «Bon, ben, je note le loup qui te mangera et on verra par la suite, ce qu'on en fera» et finalement, voilà, c'était pas un titre qui était une évidence comme ça a pu être le cas pour mes trois précédents romans où j'avais le titre d'entrée de jeu et où on n'a pas modifié et je me le suis approprié petit à petit, presque même en tirant finalement, le fil du titre pour rajouter des choses Mmh. dans le roman ou ah! Voilà, Ouais, toujours un bah, animal qui veut participer. voilà, exactement, exactement. Oh là là, il va faire sa vie, voilà, c'est le petit, il voulait mettre sa patte dans l'épisode. Mais il a raison, il a raison. Donc voilà, il y avait ce rapport à la nature, à la forêt aussi qui entoure cette ville de Valcorneille et voilà, n'entrons pas dans les bois tant que le loup n'y est pas. Enfin voilà, il y avait tout ça, qui s'est mêlé en cours d'écriture. Mmh, et le rapport au conte que tu évoques, il se fait, dans quelle mesure dans ce livre? C'est vraiment par rapport voilà, à la présence des bois qui sont autour du lac où vont aller les Mmh. adolescents et où ils vont revenir avec une personne en moins. Voilà, dans tous les contes, on a toujours ça, ne n'entre de pas entrer dans les bois, on ne sait jamais ce qui peut s'y passer. Mais voilà, est-ce que la menace, elle vient vraiment de ce qui est tapis dans l'obscurité ou de ce qu'on connaît, de ce qui est proche de nous, de ce qui peut être à l'intérieur de la maison, du cercle familial, amical, de tout ce qu'il peut y avoir de rassurant? Voilà, Mmh. c'était voilà, jouer un petit peu avec cette idée-là de se dire: «Est-ce que voilà, ou est-ce que la menace, c'est vraiment, là où on le pense, là où on veut nous le faire croire? Est-ce que ça vient des inconnus ou encore une fois des personnes qui peuvent nous être le plus proches?» Mmh. C'est hyper intéressant, comme thématique, et puis je trouve que ça fait quand même, très très écho à tout, alors sans rentrer dans un débat politique, hein, bien évidemment, mais ça fait très écho à plein de questions qu'on peut se poser, aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que c'est, heu, comment ce thème il est venu se greffer, à l'écriture de ce roman? Est-ce que c'est tu avais le thème, et tu t'es dit: «OK, comment je construis une histoire autour de ce thème?» ou alors, il est venu naturellement parce que tu avais des idées de personnages, enfin, quelque part, c'est quel a été le processus de création? J'aurais pu être plus concis sur ma question. Non, mais alors c'est parti en fait d'un sondage idiot sur lequel je suis Oh. tombée en scrollant sur Instagram, passion de tous les auteurs bien évidemment. Donc on était au mois de mai 2024 et je tombe donc sur ce sondage qui dit que, Meghan Markle et l'actrice Amber Heard étaient les personnalités les plus détestées, de l'année sur internet. OK. Je me dis, dans un monde où Trump et Poutine existent,
On met 2 femmes en haut du classement et C'est Amber clair. Heard, dont on n'entend plus parler, qui vit comme une recluse, je crois qu'elle vit en Espagne. Enfin, je veux dire, voilà, on n'entend plus parler de cette actrice depuis, Oui. le procès, contre Johnny Depp, et c'est elle qu'on met en haut du classement. Donc je pense à ça, je pense à, bah, justement le documentaire sur, l'affaire Heard, Depp, La Mmh. fabrique du mensonge, que j'ai pas pu regarder en entier tellement ça m'a hérissée. Je me dis: «Voilà, finalement, bah, face à un homme puissant, une femme aura toujours tort». Mais je tire un petit peu le fil en me demandant: «Mais est-ce que face à quelqu'un de bien, sous tout rapport, un jeune homme, voilà, jugé parfait par sa famille, qui peut avoir, bah, dans quelques années, un côté, gendre idéal parce qu'il fait les bonnes études, parce qu'il a la couleur de peau qui va bien, parce voilà, tout est conforme à la norme. Est-ce qu'on n'est pas dans la même idée? Est-ce que, quelqu'un qui viendrait l'accuser n'aurait pas tort, en tous les cas? Mmh. Donc voilà, c'est parti de cette question-là, et c'est comme ça que, assez rapidement, j'ai, imaginé cette famille en apparence parfaite, les Bouvier, donc les parents, 3 enfants, la jolie maison, classe moyenne supérieure, et ce fils aîné, qui est promis à un bel avenir, qui va faire de belles études et qu'on vient arrêter pour le meurtre de sa meilleure amie, et où on va confronter, bah, cette personnalité en apparence parfaite avec celle de la victime. Est-ce que c'était vraiment une bonne victime? Ouais, c'est ça, moi, qui m'a marqué dans le résumé, tout à l'heure que je te partageais là, cette notion de bonne victime, ouais. Heu, c'est, c'est c'est super dur de répondre à cette question, je trouve. Et c'est ça donne envie de découvrir, de découvrir, comment tu traites cette thématique, dans le livre. Le Ouais, alors ce que tu m'as partagé, moi, je trouve ça génial parce que c'est toujours de choses qui, en apparence, paraissent être des broutilles. Tu as un sondage sur Instagram et puis ça naît vraiment des idées, qui prennent corps et puis, en fait, qui deviennent des vraies histoires, passionnantes après. Je trouve ça toujours génial comment les auteurs arrivent à partir de rien et à créer un truc génial et et c'est moi, ça c'est quand j'ai lu là, cet aspect de famille parfaite, alors je sais pas si ça te parlera, mais c'est comme ça que ça me vient. C'est moi, ça m'a rappelé, Desperate Housewives et tout le début, notamment avec, bon, je vais un peu spoiler Desperate Housewives, vous me pardonnerez, ceux qui nous écoutent, mais tout ce rapport qu'il y a avec la famille de Brie justement, où elle défend plus ou moins son fils et ça m'a fait, alors, bah, c'est juste ça m'a fait écho à ça et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais regardé ça, je m'étais justement posé toutes ces questions, sur, hem, ouais, et je trouve qu'il y avait cette question alors qui est peut-être pas, heu, que tu abordes peut-être pas toi, mais bon tu vas me dire du coup, mais cette question de est-ce que, la place qu'on occupe dans la société, heu, influe sur les conséquences de nos actes? Et sur cette notion d'être une victime ou pas, et une bonne victime, enfin bref, voilà, je suis désolé, je pars sur un débat un peu philosophique, mais ça m'a fait penser à ça, ce le résumé de ton livre. Mais c'est vrai que la Claire, la mère de famille, a un côté un peu Brie de Camp. J'y fais d'ailleurs référence C'est vrai? les premières pages, parce que c'est une très bonne pâtissière, et voilà, c'est quelque chose qu'elle met en avant, dont elle est fière. Elle est fière de régaler sa famille de bons petits plats, de faire les goûters maison pour ses enfants, et quelque part, voilà, elle a l'impression d'arriver à la quarantaine et d'avoir coché toutes les cases, et tout d'un coup, voilà, cette apparence parfaite, va venir se fissurer au moment où on vient arrêter son fils en plein repas du dimanche, où, bah, tous les plats ont été délicieux, Mmh. tous les convives ont été ravis de ce bon moment en famille, et puis tout va s'effriter à ce moment-là. Heu et c'est vrai, oui, on a, ouais, ce côté Desperate Housewives où, bah, derrière les jolies maisons, les petites barrières blanches, les petites fleurs bien plantées, bah, il se passe tellement de choses
que les spectateurs et les lecteurs n'imaginent pas, tellement de conflits larvés, de choses qu'on met sous le tapis parce qu'on préfère ne pas les voir ou parce qu'on a peur de rompre un équilibre fragile, Mmh. qui est voilà, où tout tient, sur une brèche. Et quand tu construis, donc j'ai entendu que tu partais de cette thématique, et toi ensuite quand tu construis, cette famille, comment tu fais? Tu pars d'abord de du coupable, puis tu construis autour les éléments de la famille qui vont interagir avec ce coupable? Ou alors je suis curieux de savoir comment tu arrives à construire, cette cohérence autour de cette thématique? Beh, je t'avoue qu'en fait, j'ai presque envie de dire que c'est venu spontanément. Mmh, J'avais cette OK. thématique et tout d'un coup, bah, j'avais les 2 personnages des adolescents, donc à savoir Nathan, le fils qui est accusé du meurtre et sa sœur Roxane qui a 1 an de moins et qui était amie avec la victime. Et j'avais très envie aussi de travailler, d'explorer un peu plus la relation frère-sœur qui était déjà au centre de mon précédent roman de C'est la mort à la plage, où on avait, un frère et une sœur, qui avaient été séparés par les événements, par un deuil, par le départ de l'héroïne qui avait quitté la ville et qui malgré, des années où ils avaient été justement séparés, au moment où ils sont confrontés à l'adversité, la loyauté refait surface et malgré tous les conflits, un lien très, très, très fort les unit et j'avais envie avec, Le loup qui te mangera, bah, finalement de regarder de l'autre côté de la pièce et d'être avec un duo frère-sœur où, la loyauté ne va pas de soi. Où, Mmh. les parents ont élevé des individus, mais n'ont pas élevé, une famille. Et de voir si justement, là encore, en les confrontant à un événement exceptionnel, est-ce que la loyauté peut jaillir, de ce genre de situation quand on n'a pas réussi à tisser ce lien, quand, on vit dans la même maison, quand on partage la même salle de bain, mais qu'il y a pas d'amour en réalité? Mmh. Donc ces C'est 2 c personnages sont apparus assez enfin, voilà, d'entrée de jeu, je les avais tous les 2. Forcément, il leur fallait des parents, pour encadrer tout ça. Et et par contre, voilà, le petit dernier de la famille qui s'appelle Barnabé, qui a 5 ans, lui, il est arrivé en cours d'écriture parce que, mmh. bah, justement l'atmosphère était tellement étouffante avec ce frère et cette sœur qui ne peuvent pas s'encadrer, ces parents qui savent pas forcément bien gérer, les conflits et la situation. Je voulais, apporter un équilibre et remettre un petit peu de douceur, un petit peu de tendresse et notamment comme le personnage de Roxane, la sœur, est un peu isolée parce que les parents encensent, le frère aîné qui est parfait et qu'elle, c'est un peu le vilain petit canard de la famille. Je voulais pas l'isoler autant finalement, je voulais qu'elle ait quand même un point d'ancrage dans cette famille avec ce petit frère. Donc voilà, c'était ensuite pour trouver l'équilibre, qu'il a été, ajouté en cours de route. Mmh, c'est je trouve ça moi ça j'adore la manière dont tu en parles, parce qu'on sent tout de suite, le le conflit de valeurs qui va toucher forcément le lecteur, et chaque lecteur aura sa vision, et cette question de la loyauté envers ta famille au regard d'événements qui pourraient venir, la bousculer, elle est extrêmement, passionnante, tu vois? C'est l'éternel, débat de si ton meilleur ami sonne à ta porte et te dit: «Bon, bah, j'ai un cadavre dans le coffre là, qu'est-ce qui se passe?» et il y a de vrais, c'est un vrai débat philosophique, tu vois? Alors est-ce qu'il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse? Je sais pas, en fonction de si tu mets la loyauté ou, la vérité aux yeux de la loi, devant, et ça j'adore parce que tout de suite je trouve que ça tu te dis tu te je suis toujours, du coup très curieux de découvrir comment, l'auteur jongle avec ces valeurs-là, pour, te conduire, à penser quelque chose, et puis en fait te mettre face à tes contradictions et puis t'interroger toi-même, et à la fin, tu te dis: «Ah!
moi, qu'est-ce que j'en pense, quoi? Et et ouais, ça je trouve que c'est trop super intéressant, super En intéressant. tout cas, c'est riche en nœuds de tension, Mmh. qui sont pour un auteur, hyper intéressants à voilà, à explorer, à justement regarder toutes les facettes et c'est voilà, c'est un savant jeu d'équilibre, un petit peu comme quand on joue au Jenga et que tout d'un coup on enlève une pièce, et hop, ça remet, tout en question. Ça nous confronte effectivement à nous, à nos propres contradictions et ça c'est super jubilatoire aussi C'est, c'est jubilatoire à quel moment, le plus pour toi, dans quand justement je modifie un petit élément ou qu'à la fin du heu, chapitre, j'apporte un élément supplémentaire qui fait revoir toute la scène précédente sous un autre œil. Que les voilà, les en fait, c'est un petit peu comme si, on il y a un tremblement de terre et on essaie de voilà, de marcher, de trouver son point d'équilibre et ça tient à rien. Et c'est vrai que voilà, ça c'est satisfaisant quand des lecteurs reviennent vers moi et me disent, «Ah mais au début je pensais ça et puis ensuite, j'ai pas arrêté de changer d'avis tout au long du roman. J'ai détesté ce personnage et puis par moments j'avais envie de lui faire un câlin», donc c'est super, ça veut dire que, bah, j'ai bien fait le job, j'ai réussi à montrer toutes les ambiguïtés parce que, bah, il y a pas de finalement, il y a pas de situation totalement noire ou totalement blanche et le roman, c'est finalement ça qu'il explore, c'est toutes ces mmh. zones grises de la loyauté, de la culpabilité, J'adore, l'image que tu as utilisée, alors du Jenga et du tremblement de terre là. C'est comme s'il fallait placer, le lecteur sur cette espèce de truc un peu instable où il est pas capable de d'un moment poser les 2 pieds à terre et de dire: «Je suis sûr que c'est ça et rien d'autre» et toujours de le faire un peu bouger comme ça. Ah, comme ça, il ouais, pose pas le livre et il va jusqu'à la fin et il ne dort pas. exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Tu vois, j'aime beaucoup cette image. Cette idée-là des nœuds de tension que du coup alors en tout cas comme tu l'amènes, je sens que, tu le fais très bien. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi de le faire ou c'est quelque chose, par exemple, quand dans ton premier roman qui a été un peut-être plus compliqué ou pas du tout? Non, en fait, j'ai l'impression que plus, j'avance et plus j'écris et plus c'est compliqué. Heu Ah! Si, je parfois je regrette justement, cette innocence et cette absence de questionnement que je pouvais avoir quand j'ai écrit mon premier roman. Parce que, bah, voilà, j'étais pas éditée, même si c'était bien sûr, le but pour moi. Mmh, Mais, j'avais pas, je pense, autant conscience de la place du lecteur que maintenant. Parce que d'abord, on écrit en premier lieu pour soi. C'est un acte mmh, égoïste parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait vibrer, parce que c'est notre passion. Et le lecteur vient dans un second temps. Donc c'est vrai que finalement, quand j'ai écrit mon 1er roman, il y avait une liberté totale, j'avais envie bien sûr que le texte soit plaisant. C'est une comédie, j'avais envie de faire rire les gens, mais avant tout, je me faisais rire moi en écrivant des vannes et voilà, c'était freestyle. Que maintenant, bah, déjà j'ai pas envie de décevoir, les lecteurs fidèles qui sont là depuis le début. J'ai pas envie de décevoir non plus ceux qui vont me découvrir avec ce nouveau texte et pour qui ce sera peut-être la seule porte, d'entrée et qui me donneront peut-être pas une seconde chance. En même temps, j'ai aussi envie d'écrire un texte qui, moi, va me satisfaire pleinement et j'essaie en tout cas, je pense de mettre la barre un petit peu plus haut à chaque fois, de me donner de nouveaux défis, de nouvelles contraintes, et ou d'explorer des choses ou un ton différent. Mais, mais voilà, ça a été un roman, oui, plus compliqué à écrire parce que je voulais surtout pas ennuyer le lecteur. Je voulais justement qu'il y ait cette tension, qu'il ait pas, envie de reposer le roman. En termes de structure aussi, ça a été un roman plus compliqué à écrire parce qu'on est sur, deux lignes temporelles. On suit
à la fois la famille Bouvier au moment de l'arrestation de Nathan et toutes les conséquences que vont entraîner, cette arrestation et en parallèle, on a la journée où Ambre, donc la jeune fille est décédée, qu'on suit du matin jusqu'au soir, où on est au plus près du groupe d'adolescents, de Nathan, de Roxane, de leurs doutes et où on va remonter donc le fil heure par heure jusqu'au crime. Mmh. Et OK. il fallait imbriquer donc ces 2 lignes temporelles et je voulais vraiment faire en sorte que, justement chaque chapitre quelque part se réponde, fasse écho. Donc il y avait encore une fois un jeu d'équilibriste, hein, on en revient toujours à Mmh. à ces métaphores-là, mais c'était vraiment ça. Donc j'avais j'ai un grand panneau de liège avec toutes mes scènes, en bleu, les scènes, de la famille, en orange, les scènes jour du meurtre et par moments des punaises rouges qui signifiaient que là, ces scènes-là, je ne pouvais absolument pas les bouger, que l'une devait suivre l'autre. Donc c'était des contraintes supplémentaires au niveau du travail éditorial, pendant lequel j'ai rajouté quelques scènes pour nourrir un petit peu plus le texte. Mais voilà, il fallait aussi que ces scènes s'imbriquent de manière correcte, donc c'était une réelle prise de tête. Mmh. C'est marrant, tu sais, tout de suite, j'ai l'image des profilers dans les séries américaines, tu sais, qui Oui, mettent des c'est un fils et peu des ça. des épingles pour tout agencer. Il y a plein de choses que tu as partagées, qui sont super là. Déjà je rebondis rapidement sur ce que tu as amené au début de le fait qu'au début tu écrivais pour toi et que ça t'a permis aussi de te libérer aussi, dans la suite. Pour moi, c'est effectivement, notamment quand on a envie de le faire pour soi, de réussir, en tout cas à lâcher prise sur le après, les questions d'édition, de vente, de popularité, tout ça, c'est extrêmement parasitant, si Oui, dans un processus, quand on le fait pour soi, parce que les 2 chemins sont totalement différents, hein. Forcément, tu peux pas aller à Paris et à Bordeaux en même temps. Il faut faire un choix et les deux sont très bons. Simplement, quand on est dans une démarche d'écrire pour soi, autant l'assumer jusqu'au bout et dire: «Ouais, il y a des libertés que je vais prendre» et tant mieux parce qu'en fait, c'est ça que j'ai envie d'explorer et du coup, après, j'entends aussi que tu es passé dans une démarche, vraiment de continuer à dialoguer avec ton lectorat et donc de lui faire honneur quelque part, hem et comment quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement pour lâcher prise sur, cette pensée qui parfois peut être pesante de «Mince, il faut que mon texte plaise» et là, j'entends quand on est dans une démarche, pas forcément pour soi, mais vraiment dans le but d'être, édité et lu, je dirais. Ouais et je sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ou sur lequel tu as réfléchi, tu vois? oui, j'y ai pensé parce que justement, par moments, c'était paralysant, parce que je savais que j'allais proposer là un texte qui était, beaucoup plus sombre que mes précédents romans, même si pour moi l'enchaînement entre les 4 il a une logique. Mais Mmh. quelqu'un qui lit Monsieur Edgar et les Impatients et qui passe après au Loup qui te mangera, il va se dire que j'ai vraiment eu des problèmes dans ma vie. Il y a un écart considérable. Donc c'est vrai que, bah, j'avais des gros moments de flip où je me disais: «Mais non, mais les gens vont pas suivre, les gens vont détester, c'est sombre, tout le monde est malheureux, ça commence mal, au milieu ils sont pas bien, ça finit pas forcément bien non plus». Enfin, donc j'étais dans ces questionnements-là et je crois qu'à un moment donné, bah, c'est important de se remettre au centre du projet, un petit peu égoïstement Mmh. aussi. Se dire: «Ben, oui, il y a des lecteurs, mais moi j'ai envie de proposer ça» et d'être conscient qu'il y en a peut-être effectivement qui vont pas suivre et je le conçois. C'est effectivement, je propose des choses différentes. Il y en a peut-être aussi des nouveaux qui vont se greffer parce que cette facette-là, de mon travail va peut-être plus les séduire, parce que ces thématiques un petit peu plus engagées, ça leur parle et voilà. De toute façon, ça en tous les cas, ça pourra pas plaire à tout le monde, c'est certain. Mais voilà, en premier lieu, je pense qu'il faut être aligné avec ses propres envies. Donc oui, voilà, de dire: «Ben, moi, je veux proposer ça. Moi, je veux raconter Mmh. cette histoire. Je vais vous la raconter comme ça
et mais je vais faire le maximum pour vous embarquer en proposant, la meilleure version possible du texte selon moi et après ouais, lâcher prise et accepter et finalement, bah, je me rends compte que les gens suivent quand même, peut-être parce que justement il y a cette sincérité-là dans la démarche de dire: «Bah, oui, j'aurais pu choisir la «facilité» entre guillemets et continuer à vous proposer la même chose et refaire du cosy, et écrire la suite de Bienvenue aux Bergeronnettes, mais moi j'avais envie d'un challenge et suivez-moi et finalement, bah, les gens suivent et je crois que j'ai les meilleurs retours que j'ai jamais eu, tu vois, sur mes 4 romans donc il y a des gens qui viennent me voir à un salon qui me disent: «Ah, Monsieur Edgar, ça restera mon chouchou, mais celui-là, j'ai Oui. adoré». Donc ça, je pense qu'on peut conjuguer les 2. On peut C'est conjuguer génial, ses propres envies et emporter le lecteur. On les emportera peut-être pas tous, ouais, mais une bien bonne sûr. partie. Il est génial ton partage, je le trouve hyper précieux parce que c'est tu vois justement quand tu t'inscris dans cette démarche de lâcher prise, que finalement, les lecteurs sont comblés et c'est quelque chose d'extrêmement contre-intuitif parce qu'il y a une notion de perte de contrôle quelque part, une notion d'accepter que on ne sait pas ce qui va se passer, et donc de se remettre au centre et effectivement, c'est ça qui est toujours magnifique et c'est ce que tu partages. C'est en faisant ça que finalement tu as de très bons retours et je trouve que c'est un encouragement à vraiment, s'autoriser ce lâcher prise. Hem, Qu'est-ce qui t'a toi aidé à lâcher prise, dans dans l'écriture de ce roman? L'envie de retrouver le sommeil principalement. Non, mais oui, voilà, c'est de prendre vraiment conscience que, de toute Mmh. façon, dans l'édition, on n'a pas de contrôle sur grand chose, finalement. Il peut se passer 1000 choses déjà, d'un point de vue du contexte où, bah, voilà, tu veux tu le contexte politique, géopolitique, le contexte économique qui fait que les gens ont un peu moins de sous à mettre sur l'achat plaisir, et rognement où ils peuvent, je pense aussi où il y a quelques années, les gens qui ont eu des sorties littéraires au moment des confinements. Il y a tellement d'éléments déjà sur lesquels on n'a pas de prise quand on fait ce métier que, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. On ne pourra pas tout contrôler. C'est flippant, c'est Mmh. désagréable, mais ça fait partie du jeu et de la même façon, quand on écrit, quand on propose un texte, en face de nous, on a des humains et pas des machines, donc ça aussi, on peut pas contrôler, les réactions des gens, leur amour ou leur désamour. Donc, voilà, c'est même quand on est quelqu'un comme moi de très anxieux, qui aime bien que tout soit carré, tout soit balisé, heu, il faut accepter cette idée-là parce que sinon, voilà, justement, c'est un frein à la créativité si on pense à tous ces éléments-là, je pense qu'on fait plus rien. Ouais, c'est oui, totalement, hein. J'en vois, bah, tu vois, j'en vois passer beaucoup, parce que c'est justement mon métier, c'est de permettre aux gens justement de surpasser, tu vois, ces blocages et cette anxiété et effectivement, c'est un vrai frein, et un vrai mur, et quand on s'autorise ce lâcher prise, en fait, on reprend contrôle aussi, sur cette anxiété-là et en plus, ça coule sur, plein de domaines de vie parce qu'on voit que ce lâcher prise est possible, en l'occurrence là en écriture, hein. Tu te dis: «Mais attends, pourquoi pas ailleurs aussi?» et c'est ça qui est génial aussi, à mon sens, c'est tout ce que porte l'écriture, tu vois? Heu et c'est trop beau. C'est pour ça, osons écrire quoi, toujours. Je crois à chaque fois. Heu tu m'as partagé les retours que tu avais pu avoir sur le 4e roman là. C'est quel retour, qui t'a le plus touché toi, dans ta carrière, d'écrivaine? Alors dernièrement, ça m'est arrivé en salon,
Bon, comme d'habitude, je suis derrière ma table, il y a des gens qui passent, j'ai toujours un petit le regard qui virevolte de part et d'autre, voilà, je suis toujours en fait, je suis assez au taquet, quoi, en salon. Et je vois une jeune fille qui regarde vers moi, mais je me dis: «Bon, comme elle est à 1 mètre de la table, elle doit être en train d'attendre quelqu'un», et en fait, non, elle attendait pas quelqu'un, elle attendait qu'il y ait plus personne devant ma table, et elle devait avoir une quinzaine d'années, et elle arrive et elle me montre Le Loup qui te mangera. Elle me dit: «Ah, j'ai adoré, vraiment, c'était super bien, ça m'a plu, ça m'a tenue en haleine jusqu'à la fin», et ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que je voyais que c'était important pour elle et qu'elle attendait, d'être toute seule à ce moment-là, peut-être par timidité, mais pour avoir ce petit instant privilégié pour, venir me partager son enthousiasme, et en plus de voir, voilà, une lectrice jeune. C'est pas forcément mon cœur de cible, mais c'est vrai que comme il y a des adolescents, dans le texte, je pense que, voilà, ça leur parle aussi. Mais j'ai trouvé ça, voilà, super super chou et super touchant. Ah, c'est génial et puis peut-être que ça l'inspirera elle-même, pour écrire à son tour des Oui, histoires c'est vrai que c'est une chose et à laquelle je ouais. pense souvent quand j'ai des adolescents qui viennent, de me dire: «Bah, voilà, je ne sais pas quels sont leurs rêves, quelles sont leurs aspirations», mais c'est vrai que quand il y en a qui me parlent justement d'écriture, ou qui viennent des fois avec les mamans qui disent: «Ah, mais elle écrit, il écrit, mais il ose pas en parler et tout», et toujours je les pousse, je dis: «Beh, allez-y, vous voyez, il faut y croire. Moi, c'était mon rêve depuis l'âge de 7 ans, donc accroche-toi, c'est possible». Donc si Putain, ça c'est peut, un voilà, leur donner une petite dose de confiance en l'avenir, et de se dire: «Bah, oui, on peut le faire», ça, c'est vrai que c'est toujours des moments super chouettes. ah ouais, c'est clair et puis c'est vraiment parfois c'est une phrase, tu vois? Ces échanges en salon souvent c'est assez rapide et pourtant ça peut vraiment marquer, quelqu'un, quasiment à vie et il peut porter ce message et c'est peut-être ça qui lui donnera, toujours cette petite poussée pour oser faire ce dont il a envie et donc bravo et merci quelque part de prendre ce temps parce que, c'est moi je crois aussi que ça c'est en étant petit, ça m'a beaucoup touché, les auteurs qui prenaient le temps je dirais d'être à l'écoute quelque part. Heu et tu dis, que c'était un rêve que tu avais depuis 7 ans. Hem Comment comment l'écriture, elle est restée dans ta vie, depuis ce rêve-là? Et ouais, quel chemin ça a suivi jusque justement en 2018 où tu commences à partager, un peu ce que tu écris? Bah, alors déjà, le rêve d'écriture, il naît d'une manière quand même assez rigolote. Bon, j'étais, déjà une grande lectrice. Mes parents m'ont toujours mis, des livres dans les mains, alors qu'ils sont pas lecteurs pour le coup. Mais voilà, il y avait déjà cette passion des livres, et enfant, j'étais aussi une grosse consommatrice de dessins animés, et je regardais donc Les 4 filles du docteur March sur la 5, avec Mmh. donc le personnage de Jo March, que je trouvais absolument formidable, parce qu'elle montait aux arbres, elle tirait la langue à sa tante, elle était impertinente, c'était la rebelle de service, elle me faisait beaucoup rire, et elle était écrivain. Et donc moi, dans mon imaginaire de petite fille, je me suis dit: «Mais si c'est ça, un écrivain, mais banco, moi je signe, en fait». Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à dire aux gens: «Bah oui, non, ben moi je suis plus tard je serai écrivain». Et ça, voilà, comme il y avait cet amour des livres, des histoires, c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. J'ai plus commencé à écrire, je dirais, au collège, des débuts d'histoire. Je me souviens, j'avais commencé un roman sur un petit cahier Clairefontaine que je faisais circuler, c'est-à-dire j'écrivais le soir et je donnais ensuite aux copines qui me le rendaient pour que j'écrive la suite. C'est l'ancêtre de Wattpad, quoi. Ah incroyable, Donc incroyable. voilà, ça, j'ai écrit toute mon adolescence, mais plein de choses, de projets amorcés que j'ai jamais terminés. Mais ce rêve m'a jamais quittée, et ça, après, je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que quand on discute avec des aspirants auteurs, ou avec des collègues aussi,
il y en a beaucoup qui cachaient ce rêve d'écriture, qui osaient pas forcément en parler, que moi j'ai presque porté ça toute ma vie comme un étendard, je le mettais sur les feuilles en classe quand on nous demandait quel métier on voulait faire, jusqu'à l'entrée au lycée, je mettais écrivain. Jusqu'à ce qu'on me dise: «Bon, tu es bien mignonne, mais il va peut-être falloir penser à un vrai métier, voilà, un truc d'adulte, quoi». Mais malgré ça, c'est quelque chose dont je parlais très facilement de ce désir d'écriture et je me suis mise vraiment à écrire, dans ma vingtaine après avoir fait des études de cinéma. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné le déclic et qui m'a permis d'apprendre à structurer un récit, justement, d'aller au bout, de penser en termes d'intrigue, de dénouement. Je pense que voilà, passer des heures à décortiquer des films et des scénarios en cours, je pense que ça m'a porté pour vraiment me lancer et donc j'ai écrit un premier roman, je devais avoir, ouais, 25 ans à peu près et j'en ai écrit 2 donc avant Monsieur Edgar, et Les Impatients et la publication. Et alors, première question, c'est que ce cahier Clairefontaine, que tu faisais passer, est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que tu l'as gardé? Et je sais pas, figure-toi, il faudrait que je fouine dans les cartons, dans ma chambre d'ado. Il faudrait que j'aille voir ça. Ouais, je pense pas que c'était pas très, très bon, hein, mais Oui, bah, c'est les débuts, quoi. Mais je trouve ça voilà. toujours, je trouve ça toujours, toujours génial, ce ouais, on porte ce rêve depuis si longtemps. Moi, je trouve ça hyper inspirant, tu vois, que tu partages que tu aies réussi à le porter comme un étendard. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas du tout réussi à faire ça. Hem, heu et 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 j'aime beaucoup, je trouve qu'être écrivain, c'est un peu se reconnecter à son enfant intérieur, tu vois? Je le vois toujours un peu comme, cet espace, d'hyper liberté où en fait tout redevient possible, où il y a plus du tout de limites à part, les intentions que tu peux vouloir mettre dans ce roman, quoi. Et je trouve ça, ouais, ça c'est, ouais, j'adore ton partage. Hem les livres que tu as écrits pardon, je vais pas réussir à tenir, Monsieur Edgar et Les Impatients, si c'est ça. C'est ça. Tu tu en as fait quelque chose ou quelque part tu les as, hem Alors, le premier, oui, enfin, j'en ai fait quelque chose. J'ai essayé d'en faire quelque chose dans le sens où le premier, je pense qu'il a tourné, chez tous les éditeurs de Paris, et à l'époque donc bah, il fallait envoyer sur papier. Donc je ouais. pense que j'ai décimé une forêt à moi seule et pété un PEL en timbre. Donc voilà, je l'ai envoyé un peu partout. Des portes se sont entr'ouvertes à l'époque, ça s'est pas concrétisé. Hem, voilà, il y a eu le double effet qui se coule parce que d'un côté, bon, je me suis dit: «OK, c'est mon rêve est pas déconnant, c'est possible, il y a des gens qui me disent que j'ai du potentiel, qu'il y a des choses» et en même temps, voir la porte s'entrouvrir et se Mmh. refermer, c'était un petit peu rude, quoi. Mais bah, j'ai continué, je me suis dit: «Bon OK, ce sera pas celui-ci, tant pis». Donc j'en ai écrit un second. Et pareil, je l'ai envoyé un peu partout. Là, on était quoi? Vers 2017 à peu près quand je l'ai eu terminé, parce qu'entre-temps, bon, j'ai fait une thèse en littérature anglaise, donc niveau écriture, ça m'a bien, bien occupée. Ah, tu me donnes. Mais c'était très chouette aussi parce que c'était de l'écriture autorisée. C'est-à-dire que là, je pouvais être enfermée chez moi toute la journée et dire que j'écrivais et voilà, c'était attendu, c'était logique, et donc j'y ai pas mis moins de soin, que si ça avait été un roman parce que ça me faisait kiffer d'écrire toute la journée sur un sujet qui en plus me passionnait. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse et donc voilà, ensuite j'ai écrit ce 2e roman que j'ai pu un petit peu envoyer, par mail et laisser les forêts donc tranquilles et
Et là, j'avais reçu pas mal de à l'époque, je sais pas si les éditeurs font encore ça, mais il y avait pas mal d'éditeurs qui, renvoyaient vers, Librinova avec un petit code de suivi en disant: «Voilà, on le prend pas, mais tentez par Librinova avec notre code, comme ça on peut voir, un petit peu où vous en êtes» et j'avais trouvé ça un petit peu bâtard pour tout te dire comme manière de Ouais, faire parce que c'était, voilà, c'était en gros: «On vous rattrapera si ça marche si tout ça seul». marche. Ouais. J'aimais pas trop la manière de faire. Heu et par contre, voilà, il y a d'autres éditeurs, dont Erol, qui se sont un petit peu plus mouillés. C'est-à-dire que Erol m'a envoyé un mail de refus absolument adorable pour ce second roman, m'expliquant pourquoi ils ne le prenaient pas, mais que par contre ils avaient aimé mon style et que j'hésite pas à leur envoyer, un prochain texte, et qu'ils espéraient qu'on aurait l'occasion de travailler ensemble. Donc voilà, j'avais apprécié la démarche et le fait déjà que ce soit aussi quelque chose de personnalisé, qu'on prenne le temps de m'expliquer le pourquoi du comment. J'étais tout à fait, d'accord a posteriori avec les remarques qui étaient faites. Mais par rapport à ces remarques, moi j'étais déjà en fait en train d'écrire Monsieur Edgar et les impatients. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, tu vois? Qui restait dans mon ordinateur et j'y revenais par moments et là, j'en étais arrivée au moment où pour moi c'était mûr, c'était le bon moment pour m'y replonger et par rapport donc aux remarques que me faisait l'éditrice, je me suis dit: «Mais en fait, ça pourrait vraiment coller». Donc quand j'ai eu terminé Monsieur Edgar et les impatients, je l'ai envoyé à Erol en priorité parce que vraiment j'avais apprécié leur manière de faire, le côté très humain de la chose donc j'espérais vraiment que ça fonctionne avec eux. J'avais envoyé à 4-5 éditeurs en plus en me disant: «Bon allez, sois pas stupide, tu sais pas comment fonctionne ce milieu, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier», mais au fond de moi, vraiment, je voulais que ce soit avec Erol que ça se fasse et voilà. Ça a été la belle histoire, parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour Monsieur Edgar et voilà et du coup 4 romans ensemble. Donc C'est comme c'est quoi, tu vois, d'un échec, il peut et d'un refus, il peut aussi sortir de belles choses. c'est ce que tu m'avais partagé avant et je trouve ça génial, ouais, effectivement, de voir que l'échec n'est pas absolu, en fait. Le jeu ne se termine que quand on arrête de jouer et si on continue à jouer, on peut avoir une bonne surprise. Comment on on encaisse, un refus, je dirais presque positif, en fait, puisque tu as un retour personnalisé, qui devait, alors une double question, pardon. Heu, Quel est le conseil que tu as retiré de ce retour? Dire la chose tu disais a posteriori: «Je comprends pourquoi on m'a fait ce retour», donc qui t'a aidé, j'imagine, pour la suite et comment on encaisse ce refus, finalement? Bah, forcément, c'est un refus, donc tu as quand même toujours un petit peu, Ouais, voilà, un petit peu je dirais, je suis passée à ça, ça aurait mmh, pu, ça l'a pas fait, c'est dommage, parce que, bah, au moment où tu envoies le texte, c'est que tu y crois. C'est que tu mmh, penses que tu as donné la version la plus aboutie. C'était pas le cas. C'est ce que grosso modo, mmh, ce que l'éditrice me disait dans le mail, voilà, il lui manquait des petites choses pour adhérer aux émotions des uns des autres, un côté doux amer, qu'elle avait pas forcément enfin, qu'elle avait trouvé dans le pitch et qu'elle retrouvait pas forcément dans le texte. Donc c'est des petites choses que je me suis mise aussi, derrière l'oreille pour nourrir Monsieur Edgar que j'étais en train d'écrire, de me dire: «Bon, bah, voilà, fais en sorte que tes personnages soient un peu plus crédibles, qu'on comprenne un mieux pourquoi ils ressentent ça, pourquoi ils réagissent comme ça». D'en fait, donner un petit peu plus de rondeur aux personnages, que de la 2D, ils passent en 3D, en fait. mmh. En tout C'est, cas, le refus, amené de cette manière-là, en laissant une porte ouverte, moi, ça m'a donné une niaque terrible parce que je me suis dit: «Bon, ben là, j'ai une carte à jouer. Quelqu'un a pris le temps, de me répondre, je vais et de me laisser cette porte ouverte, donc je vais pas laisser passer cette opportunité». Donc je me suis dit: «Là, faut que tu t'arraches, faut que tu travailles et que parce que tu auras pas forcément une troisième chance, en fait».
Mmh. Je trouve que c'est une manière très positive aussi de tourner cet échec, parce qu'effectivement, toujours au début, bah, ça fait grincer des dents, quoi. Bien sûr, J'aime bien toujours le dire un peu en rigolant, mais tu sais, tu presque un truc un peu égotique de dire: «Comment ça, les gens ont pas trouvé mon texte génial? Je ne comprends pas» mais exactement, et ils n'ont rien compris, bien sûr, mais ils ont rien on se compris. le dit tous et c'est normal et c'est Mmh. je pense que c'est ce qu'il y a de plus humain de, voilà, Ouais. parce que quand on écrit, voilà, on livre quand même, on met un peu nos tripes sur la table et tout d'un coup, quelqu'un arrive et vient de te dire: «Ah bah, non, en fait, on est sur quelque chose d'hyper intime, d'hyper personnel et on te dit que ça fonctionne pas», donc c'est normal Ouais. que ça pique un peu. Donc le premier voilà, tu prends un peu à la rigolade, machin, ouais, il a rien compris et tout. Mais c'est vrai que quand ça s'accumule, moi j'en ai une pochette, je peux tapisser mes toilettes avec, des lettres de refus, hein, vraiment. Mais mais c'est vrai que ouais, il est arrivé à un moment donné où ça commençait quand même à piquer, où je me posais la question, je me suis dit: «Purée, voilà, tu as ce rêve chevillé au corps, depuis l'enfance, est-ce que tu vas y arriver?» Mais après je sais pas, mon père est ariégeois, donc c'est peut-être ça, tu vois? Le côté un peu, Mmh. bon, on pleure, je pleure un bon coup et le lendemain de dire: «Bon, bah, on se remet en selle, on travaille parce que c'est pas en pleurant sur son sort qu'on va y arriver». Mais je pense après qu'il faut garder en tête qu'encore une fois, c'est de l'humain, c'est des personnes qu'on a en face, c'est une rencontre à un moment, qui va se faire entre la personne ou le texte et pour X facteurs aussi extérieurs, ça peut ne pas fonctionner. Il y a un petit facteur chance aussi, hein. Bien sûr. Bien sûr, hein, heu, que dès que l'extérieur rentre en compte, bah, il y a le hasard, le timing, la chance, et oui, parfois, tu peux écrire le plus beau texte du monde, et puis il rencontre jamais personne au bon moment. Heu, c'est 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 pour ça que les intentions de départ, elles sont quand même extrêmement importantes, hein, et que quand on écrit vraiment pour soi, bon, c'est important, tu vois, encore une fois, de lâcher prise sur ce résultat potentiel ou pas. Hem et tu parlais des feedbacks, effectivement, il y a un truc, souvent, on a tendance à et tu l'as dit, hein, on met nos tripes dans nos textes, et donc on mélange un petit peu dans notre esprit, notre personne et notre texte. Les Mmh. feedbacks qu'on reçoit portent sur notre texte, ne disent rien sur nous, quelque part. Oui, Et ça, c'est important c'est de garder ça en tête voilà. aussi parce que, voilà, c'est un nom, à un texte, Mmh. à un moment donné Et parce que, beh, aussi, voilà, le milieu de l'édition, il y a des modes, il y a des courants, il y exactement. a, voilà, des moments où c'est pas ça que les éditeurs cherchent. Ça rentre Mmh. aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi. C'est, voilà, des fois, ils ont un objectif assez précis, ils ont envie de ce type de texte et on arrive avec une proposition qui est différente. Donc c'est un nom qui porte aussi là-dessus, mais en aucun cas sur ce qu'on est profondément. Mmh. Exactement. Mais c'est voilà, c'est parfois difficile de t'affranchir de ça parce on a beaucoup d'attentes et c'est normal. Exactement. L'ambition, c'est le lot de l'ambition aussi. Les rêves, nous poussent chaque jour à faire un petit pas vers son obtention, tout en sachant que, heu, bah, oui, peut-être qu'on n'atteindra pas tout à fait ce qu'on a, mais ce n'enlève en rien en toute la transformation et tout le travail qu'on a vécu, pour aller chercher, ouais. Et heu et ouais, ouais. Et tu parlais, des tripes qu'on laisse dans nos textes. Hem Pour, revenir du coup sur ton dernier roman, est-ce que pendant l'écriture de ce roman, tu as eu un moment une sorte de prise de conscience forte de te dire: «Putain mais ça ressemble vachement à ce que j'ai pu vivre» ou, «Ça porte vraiment beaucoup de moi»? Ouais et on se sent un peu couillon, hein, quand ça arrive quand même. Ah ouais, c'est là le miroir se brise, c'est C'est terrible. ça. Bah, en cours d'écriture, en fait, je j'ai pris conscience que je parlais de ma mère, en fait, dans ce texte, que Mmh, le personnage de Roxane, qui est pourtant, voilà, une adolescente de 15 ans, lui ressemblait énormément, j'avais mis beaucoup de choses qu'elle avait pu vivre, voilà, sans en avoir conscience et donc oui, je me suis retrouvée là, tout d'un coup, devant mon ordinateur, du «Ah bah mince alors, je parle encore de ma mère».
Mmh. Voilà, c'est la petite magie de l'écriture, ça aussi quelque chose qu'on maîtrise pas ou voilà, les choses, coulent sans qu'on en ait, sans qu'on en ait conscience. Ouais, j'adore poser cette question parce que je trouve que elle révèle aussi, tu sais, beaucoup de l'authenticité que l'auteur met dans son texte et ça permet de se rendre compte que, ouais, on le fait, tous beaucoup et ce moment effectivement où tu es devant, t et là tu remarques que en fait c'est toi, tu fais: «Ah merde!» et tu as un peu un espèce de: «Ah ouais, Mais OK, j'avais pas OK, prévu ça! OK». Ouais, exactement, exactement et c'est par contre, je trouve extrêmement libératoire, quand tu mets le doigt dessus. Je trouve que ça c'est comme si tu retirais un boulet à ton pied ou que tu avais les ailes qui se déployaient ou, ouais, je sais pas, j'ai sens j'ai alors je sais pas quelle, toi, sensation tu as eue ou mais moi, ça m'a fait ça, vraiment cette espèce de truc de: «Ah putain, c'est bon, ce poids s'est envolé, quoi» et maintenant je peux explorer vraiment ce que ça veut dire d'être face à cette réalisation. Oui, je pense que ça lève une forme de digue en fait, dont on n'avait Mmh. pas vraiment conscience puisqu'on ne pensait pas parler de ça dans l'écriture, on pensait parler d'autre chose. Mais voilà, là aussi je crois qu'il faut être dans l'acceptation, de dire: «OK, bon bah d'accord, c'est Mmh. comme ça c'est sorti comme ça et maintenant tirons le fil, pour que ça conserve quand même un caractère universel et de se dire qu'à travers ce personnage, on va peut-être parler à certaines personnes et du coup, c'est ça voilà, on revient à des choses qu'on a dit précédemment, mais quand des gens sur des retours me disent: «Ah bah, le personnage de Roxane m'a beaucoup touché ah mais moi ça voilà, là ça me met des papillons au cœur, parce que voilà, ça parle de ma maman qui en plus n'est plus là et qui a jamais pu me voir réaliser mon rêve, donc je me dis: «Bon bah, voilà, finalement sa participation est toujours bien là, bien présente et je lui rends un petit hommage même si c'était pas le but». Mmh, c'est hyper touchant, d'avoir ce petit hommage, ouais, ce petit héritage, laissé dans ce texte-là. Hem, ça m'a touché moi-même, du coup, ça m'a renvoyé, tu vois, justement à cette prise de conscience et ça m'a déconnecté, quelques secondes. Heu, il y a une question que j'aime bien toujours poser sur les livres à la fin, c'est, qu'est-ce que tu aurais envie de raconter sur Le loup qui te mangera? Qui est peut-être un peu, que tu raconterais pas au premier abord ou qui est un peu, amusant, une anecdote, un truc heu, ouais, qui sort ouais, un truc, putain, j'ai amusant, j'ai un mot en tête, mais il vient pas. Bon, voilà. Je te laisse librement, partir, dans n'importe quel chemin. Alors, un petit secret, sur le loup qui te mangera. Ah là là, qu'est-ce que non, j'ai fait une petite boulette, en fait. Il y a un petit anachronisme Ah, et j'adore. je m'en suis aperçue. On était déjà, bien avancé sur le travail éditorial, je pense et puis personne l'avait vu. Je me suis dit: «Je vais le laisser» parce que sinon ça impliquait que je réécrive pas mal certaines scènes. Heu, Personne m'en a fait la remarque encore pour le moment, donc comme quoi Gardons-le. des fois ça passe. Ah, j'adore. C'est vrai, je trouve ça génial parce que tu vois, heu, ça relâche la notion de perfectionnisme qu'on peut avoir vis-à-vis de nos textes. Oui, les erreurs arrivent à tout le monde. Il y a des très grands classiques où il y a encore, des fans qui se battent pour savoir, si, ce que ça voulait dire ou pas. Donc c'est moi j'aime bien, je trouve que ça donne du sel aussi, au texte et peut-être qu'un jour tu croiseras un lecteur qui te dira, «Excuse-moi Coralie, j'ai l'impression que», et ça sera un petit, Ah bah là, ouais, j'adore. ouais, je sais pas s'il faudra pas lui décerner un trophée, quoi. Je Ouais, te dis pour le moment, personne n'a vu la légère boulette et non, vraiment, là, j'avoue, j'ai fait ma feignasse. J'avais pas du tout envie, de remodifier ce point de détail. Bon, de toute façon, l'important, c'est la cohérence.
Bah, bien sûr. Mais par contre, je rebondis à ce que tu viens de dire, sur, voilà, si un jour un lecteur vient me voir. Par contre, j'ai fait une petite référence, mais vraiment le truc le plus improbable. Il y a une page où, je répertorie en fait des commentaires faits sur internet sur, voilà, sur l'affaire et justement sur la victime, voilà, plein de commentaires internet, et je mets donc les pseudonymes, des pseudonymes inventés donc de personnes, et dans un des pseudonymes, je fais une référence mais vraiment, éclatée au sol, hein, comme dirait Lee Jones. Voilà, excusez-moi, je vais avoir 42 ans et voilà, je fais référence à une saga de l'été de TF1, mais qui date de l'époque où j'étais en sixième, et je me dis: On verra bien». Et j'ai un Putain. lecteur qui m'envoie un message qui me dit: Je viens de lire la telle page du roman. J'ai eu un doute, je suis allée chercher sur internet et c'était bien ça». Il me dit: Tu as fait donc référence à cette série?» Et je dis: «Mais écoute, bravo». Je lui dis: Je ne savais pas si quelqu'un le verrait parce que c'est vraiment mais tiré par les cheveux, et il l'a trouvé. J'étais tellement reconnaissante et tellement heureuse. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans les anecdotes autour des romans, tu vois? C'est trop bien, ça pour le coup, je trouve que ça tu vois, c'est moi, ça me renvoie, ça me fait toujours penser, aux gens qui se demandent, si, l'IA remplacera les auteurs. La réponse est là, tu vois? Non, parce que, justement ça, il y a qu'un être humain qui est capable de se dire, «Je vais mettre une référence à une obscure série que je regardais quand j'étais petit et peut-être qu'un jour quelqu'un comprendra», et je trouve ça magique. C'est trop, c'est une super idée. Ah, j'adore cette anecdote. Merci pour ce Cette partage. petite, connivence, avec le lecteur. En plus, bah, ça m'a fait plaisir parce que c'est un lecteur qui, pareil, me suit depuis le tout début, qui à chaque fois prend le temps de laisser des commentaires sur Babelio, et on sait à quel point c'est précieux, pour les Mmh. auteurs. Donc voilà, en plus, ça m'a fait plaisir que ce soit lui qui trouve, cette petite référence et qu'il y ait ce moment de connivence qu'effectivement une machine ne pourra jamais reproduire, ça c'est certain. C'est clair. Bah, écoute, moi je trouve que c'est une belle conclusion. Il est le temps d'aller partir, à la chasse aux références, dans Le loup qui te mangera, et de Et à découvrir, l'anachronisme. et à l'anachronisme, parce que du coup personne n'a encore trouvé. Là, on est Non, sur une personne quête, n'a vu, même mon une éditrice, elle l'a pas vu. J'ai voilà, je j'adore désolée l'éditrice Capucine. qui est l'éditrice, ah, c'est Capucine, Capucine Delattre. voilà, c'est ça. Ouais, bah, j'avais reçu Élise aussi, qui m'avait dit grand bien Oui, de Capucine et de son travail, donc bah, ouais, gros big up à Capucine, tu viens quand ouais. tu veux dans le podcast, et tout le monde parle de toi, en grand bien. Ah bah oui, en plus Hem, là, elle est nommée pour le prix de ouais, l'éditrice j'ai de vu, l'année, donc j'ai vu. la team Erol est en feu derrière. On fait du lobbying de fou, pour Ouais, bah, on Capucine. peut on peut sincèrement, avec, tous les retours, d'auteurs, chez Erol ou chez Solaire, qui ont pu, travailler avec elle, effectivement, elle a l'air de faire du très bon travail, ouais. Ouais, on est chanceuse. Mmh. Et mmh je te laisse le mot de conclusion sur, Le loup qui te mangera. Heu, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire pour, conclure sur ce livre? Beh, voilà, que c'est un livre, qui a été un vortex émotionnel pour moi à écrire. Il a happé toute mon énergie. Je pense que j'ai perdu des amis en cours de route, donc j'espère qu'en contrepartie, gagner des lecteurs. En tout cas, voilà, j'y ai mis, beaucoup de cœur et d'attention, et d'intention aussi, et bah, voilà, j'espère qu'il sera en tout cas, peut-être, toucher, la les gens qui auront été jusqu'au bout, qui nous auront écoutés, discuter aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Coralie, pour, tous ces partages, autant sur, ton processus d'écriture, que sur, les thématiques que tu peux, aborder dans Le loup qui te mangera.
Je te souhaite, la plus belle réussite avec ce roman et tous les autres qui viendront, j'en doute pas. Et merci beaucoup, d'être venu, faire tous ces partages, qui comme d'habitude, je pense sont extrêmement inspirants. En tout cas, moi, m'inspirent. Je ressors toujours de là en me disant: «Je vais peut-être aller écrire moi». J'ai des c'est et donc merci, merci beaucoup, pour ce partage, avant tout Ben, un d'énergie. grand merci à toi pour l'invitation. C'était, une discussion, fort agréable et puis, c'est chouette, voilà, de se replonger un petit peu dans sa propre, trajectoire, de mesurer le chemin parcouru, c'est toujours intéressant. Et ouais, parce qu'on en fait du chemin, on se rend pas compte, mais Et oui, quand on écrit, finalement. on en fait du chemin. Merci beaucoup, Coralie. Ben, un grand merci à toi.